Bienvenue au parcours collectivité, objectif TRI 2024 organisé par les alchimistes. Je suis Alex Guilluy, président et cofondateur des alchimistes. Avec cet événement, on a l'objectif d'aider, de partager ce qu'on a appris et ce que vous avez appris. Antoine, tu vas te présenter très vite. À un maximum de collectivités, il y a cette obligation qui peut faire peur, qui peut réjouir certains. En tout cas, c'est quelque chose qui est nouveau. Et donc, il y a des collectivités qui ont déjà lancé le tri à la source, la sensibilisation, la collecte, le traitement, etc. Il y en a beaucoup qui sont un peu dans l'expectative, qui regardent comment ça fonctionne et qui vont se lancer. Aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir, Antoine. Antoine Vuillaume, donc cofondateur associé de Voix Publique, Voix avec un X, mais ça, tu pourras peut-être l'expliquer, pour parler sensibilisation sur les nouveaux gestes de tri et plus particulièrement pour échanger sur les leviers de sensibilisation et les résultats qu'on peut en attendre. Bonjour Antoine, est-ce que Bonjour. tu peux te présenter? Ben oui, donc je m'appelle Antoine Vuillaume, j'ai cofondé Voix Publique en 2012 avec Jonathan Jérémias. Et Voix Publique, c'est une entreprise de communication qui travaille aujourd'hui dans toute la France auprès des collectivités avec environ 300 salariés, enfin plus de 300 salariés aujourd'hui. Et on a remis au goût du jour en fait une vieille recette de communication qui s'appelle tout simplement la rencontre. En fait, la parole face à face. C'est notre spécialité, c'est d'envoyer des messagers pour le compte des collectivités locales notamment, parler directement aux habitants en porte-à-porte, ça peut se faire sur un stand, ça peut se faire sur un lieu de travail, dans l'espace public. Et on assure la communication du dernier mètre, en définitive, celle où on peut véritablement changer les choses, et changer notamment des comportements, faire de la mobilisation citoyenne et amener le citoyen à s'engager sur quelque chose de mieux, de bien pour la société ou dans la société. Donc on le fait dans plein de domaines différents, en 3 grands domaines: la démocratie participative, on travaille sur les budgets participatifs, la concertation, voilà, les projets de consultation publique, les débats publics. On intervient sur la santé publique aussi. Et puis, le domaine qui nous concerne aujourd'hui plus particulièrement, la sensibilisation au tri des déchets, où on va faire des campagnes, notamment en porte-à-porte, pour la mise en place de nouveaux gestes de tri. Alors effectivement, c'est ce qui nous intéresse et intéresse beaucoup de collectivités locales aujourd'hui et de citoyens plus largement. Comment tu dirais l'impact de la sensibilisation dans le tri des déchets alimentaires? C'est essentiel. En fait, la sensibilisation, c'est essentiel parce que quand on met en place un nouveau geste de tri, et donc quand on se lance dans la collecte du déchet alimentaire, il y a 2 éléments qui sont extrêmement importants à traiter. Il y a le dispositif et le geste. C'est-à-dire que le dispositif, souvent, on y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, parce que c'est très visible, c'est très matériel. Quand je parle du dispositif, je parle de tout ce qui est technique, c'est-à-dire quel contenant, quel mode de collecte, quel traitement il va y avoir, on va faire de ces déchets, etc. Et on met souvent moins d'efforts sur le geste de tri. Et pourtant, en fait, c'est ça qui est capital, c'est que le tri se fera s'il y a un geste. Et donc, si les habitants sont motivés pour le faire, et donc la sensibilisation, elle est essentielle. Et la sensibilisation en face à face, elle répond à plusieurs enjeux, en fait. L'enjeu d'expliquer, parce qu'il va falloir donner de l'information, faire de la pédagogie, hein, de proximité, expliquer pourquoi on met en place ce geste, qu'est-ce que ça change, etc. Motiver, c'est-à-dire qu'il va falloir accompagner dans le passage à l'action pour le rendre vraiment réel, parce que si on donne juste l'information, mais que derrière, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de motivation à l'action, ben on aura échoué. Et puis, il va falloir aussi équiper. Et donc, la sensibilisation face à face, elle permet ça aussi. C'est un moment de rencontre où on va pouvoir aussi équiper, notamment en équipement de pré-collecte, tous les habitants concernés. Il y a un autre intérêt à faire de la sensibilisation face à face et d'aller voir un maximum de personnes, c'est de couvrir tout le territoire. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'exhaustivité. Il va falloir expliquer, si on veut que le geste change à grande échelle, il va falloir expliquer un maximum de foyers et donc aller les rencontrer un par un. Est-ce que tu as un exemple ou est-ce que tu veux détailler un exemple de dispositif de sensibilisation qui était mis en place par une collectivité et qui était particulièrement efficace ou particulièrement original? Tu me parlais d'un exemple tout à l'heure qui mixait un certain nombre de déchets différents et du coup l'impact de l'un sur l'autre. Est-ce que tu peux détailler ça? Est-ce que
ça pourrait nous intéresser? Ouais. Bah, en fait, je ne voudrais pas faire jaloux parmi les collectivités, je pourrais vous parler de Lyon, de Strasbourg, de Lille, de Bordeaux avec qui on travaille. Je peux vous détailler un peu ce qu'on a fait sur la métropole de Grenoble. C'est une des premières métropoles à s'être lancée dans le tri des déchets alimentaires et d'avoir décidé de faire de la collecte en porte-à-porte. Donc, avec des camions qui vont venir chercher des bacs individuels pour les maisons, des bacs collectifs pour les immeubles. Et en même temps, c'est une métropole qui a des parties semi-rurales, enfin rurales, semi-rurales, en périphérie. Et donc, là, il n'y avait pas forcément de pertinence à faire passer un camion pour de la collecte porte-à-porte. Donc, le choix a été fait de proposer à ces maisons des composteurs. Donc, il y a eu de la sensibilisation et de la distribution de composteurs en porte-à-porte. Et en parallèle de tout ça, c'est une collectivité aussi qui a choisi de mettre le paquet sur les professionnels métiers de bouche, qui sont des gros producteurs de déchets alimentaires. Donc, il y a eu une campagne aussi de rencontres individuelles en porte-à-porte, commerce après commerce, et de sensibilisation, d'enquête de dotation pour savoir comment le professionnel allait pouvoir s'équiper, et ensuite de formation flash aussi du personnel. Donc, on est allé voir comme ça, en porte-à-porte, finalement, l'intégralité de la métropole. Ça représente 200 000 foyers. Alors, on a fait ça sur 3 ans et demi, quoi. On est en train d'achever. On est dans les tout derniers mois, là, dans les toutes dernières portes qu'on est en train de frapper. Donc, c'est un long travail, fastidieux, mais qui porte ses fruits. Aujourd'hui, je pense que c'est une collectivité, la métropole de Grenoble, qui a réussi son opération. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, quand même, pour être cohérent dans nos pratiques, dans nos convictions, dans nos valeurs, on a livré la moitié des bioseaux, c'est-à-dire le bioseau qui équipe les foyers individuels pour qu'ils puissent apporter leurs déchets alimentaires dans le bac déchets alimentaires. On en a livré la moitié à vélo. Donc, c'était aussi une grosse opération logistique pour nous avec un partenaire qui s'appelle Cyclo sur place. Sur ce sujet, on nous pose parfois la question, c'est le bioso, ça te semble être un sujet et un objet incontournable ou on pourrait s'en passer? Parce que, évidemment, comme toujours, il y a parfois des mésusages. On peut retrouver le bioso qui devient un pot de fleurs, ce qui est plutôt sympathique, mais ça peut se retrouver de temps en temps sur la voie publique, etc. Donc, toi, la dotation, le bioso, éventuellement des sacs pour démarrer, etc., c'est des choses qui sont nécessaires, un peu obligatoires, ou finalement c'est en fonction des territoires et des collectivités? Moi, ça me semble indispensable. Ouais. Le bioso, c'est vrai qu'il peut y avoir des mésusages, comme dans beaucoup de choses. Si on regarde statistiquement, je pense que le mésusage, il se limite probablement à 10-20% des biosos qui sont distribués. Et en revanche, moi, je suis convaincu que si on ne distribuait pas de bioso, on n'aurait pas le geste, le passage à l'action derrière. Donc, ça fait partie de l'ensemble de la motivation à agir. D'accord. Ça facilite. Quel est vraiment l'action de sensibilisation qui est incontournable selon toi? Et quel est le budget à prévoir? Alors, c'est toujours compliqué, j'imagine, ça dépend des contextes, ça dépend de pas mal de choses, mais est-ce que tu as une idée à nous partager de budget à prévoir rapporté au foyer, j'imagine? Ça doit être ça l'indicateur que vous utilisez? Oui, éventuellement. Moi, ce qui me semble indispensable, c'est qu'à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, il va falloir rencontrer les gens. Il va falloir rencontrer les habitants. Bon, nous, on est spécialistes du face-à-face en porte-à-porte, on le fait de manière exhaustive. On peut imaginer d'autres manières, hein. Ça peut se faire avec du personnel des métropoles, des collectivités. Pourquoi pas? Ça peut se faire en stand, ça peut se faire sous diverses animations. Mais la rencontre, elle change tout. Parce que là, si on veut implémenter, si on veut vraiment faire passer à l'action des habitants sur un nouveau geste de tri, il va falloir que quelque chose se passe dans leur tête, mais aussi dans leur cœur presque. C'est-à-dire que, et la rencontre, elle a ça de magique, de très fort, qu'il y a de l'interactivité.
Donc, on peut se parler, échanger, discuter, répondre aux questions, etc. Et puis, il y a l'accompagnement très concret dans le passage à l'action. C'est-à-dire qu'on va montrer l'utilisation du bioso, qu'est-ce qu'on met dedans, les petites astuces, etc. Il y a quelque chose de très physique. Donc, il y a à la fois quelque chose d'émotionnel. La rencontre, c'est aussi une émotion. La grande différence entre trouver moi, quand je trouve un flyer dans ma boîte aux lettres, je suis rarement ému. Mais si j'ouvre la porte à quelqu'un de sympa, motivant, motivé, qui incarne quelque chose, et ça, c'est notre job de former nos équipes à ça, alors il se passe quelque chose. Et je me souviendrai que c'est Jean-Pierre, Sarah, peu importe, qui m'a apporté ce bioso, qui m'a raconté plein de choses et surtout qui m'a montré comment moi, je peux agir. Et donc, qui m'a redonné du pouvoir d'action. Et ça, c'est très important. C'est qu'au final, il ne faut pas l'oublier, c'est pas, je vais peut-être dire quelque chose qui va déplaire à certaines collectivités, mais ce n'est pas la collectivité qui agit. Ce n'est pas la métropole qui a décidé et qui demande aux habitants de bien vouloir. Non, c'est ceux qui agissent en bout de ligne, ça va être l'habitant qui agit. C'est l'habitant qui va faire son geste, et c'est l'habitant qui va rendre service à la métropole, quoi. Et la métropole doit remercier l'habitant plutôt que de lui imposer ou lui demander de faire quelque chose. Donc ça, c'est très important. Et tout ça, ça passe par la rencontre et la sensibilisation en rencontre face à face. Et du coup, l'humain est un animal social. Il faut absolument que son cerveau et son cœur soient alignés pour qu'il agisse. C'est ça que tu veux dire? Ah bah, comme dans tout, pour le déchet alimentaire comme en amour, c'est pareil. On est nombreux à être un peu philosophes dans le monde des déchets. Quel est… J'ai parlé d'argent, j'ai parlé du cœur, mais je n'ai pas parlé d'argent. Ah oui, tu n'as pas parlé d'argent, oui. Tu peux y aller. On t'écoute parce que c'est une question qui est importante pour tout le monde et pour les collectivités qui nous écoutent. C'est vrai que faire ce genre de démarche, ça a un coût qui est parfois assez important, mais qui est tout relatif par rapport souvent aux investissements extrêmement lourds dans le milieu du déchet, quand il faut changer des flottes, changer des circuits, changer les modes de traitement, l'incinérateur, etc., qui sont des investissements extrêmement lourds. Finalement, ça ne pèse pas tant que ça. Et pourtant, c'est fondamental, ça change vraiment la donne, ça change le résultat. Donc, ça vaut le coup de faire ce tout petit investissement par rapport à tout le reste sur de la communication précise, complète, etc. En fonction de ce qui est choisi, je dirais qu'il faut compter entre 8 et 10 euros par foyer sur un territoire pour pouvoir aller rencontrer 70% des foyers du territoire. Voilà. Parce qu'en fait, en fonction de ce qui nous est demandé, si on veut rencontrer 50% ou 90% du territoire, bon, ben, on va passer plus de fois, donc plus de temps, plus d'équipes. Mais ouais, compter un budget de 8 à 10 euros par foyer, pas par habitant, par foyer. Souvent, il faut diviser le nombre d'habitants par 2 à peu près pour avoir le nombre de foyers, quoi. Et en parlant de volume, on parle souvent de tonnes, de centaines de tonnes, de milliers de tonnes collectées. Toi, tu comptes plutôt en nombre de foyers, j'imagine, en général. Est-ce que vous arrivez facilement à allier la quantité, donc les volumes, le nombre de foyers, avec la qualité de ce qui est collecté? La quantité, c'est toujours possible de faire dans la quantité. Ça prend du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la métropole de Grenoble, 200 000 foyers, ben, il faut plusieurs années. Mais enfin, si on avait voulu, si la métropole était prête à aller plus vite, on aurait pu traiter ça en moins d'une année. C'est tout à fait envisageable. Mais bon, ça prend des mois, en tout cas plusieurs mois, pour aller voir une grande quantité de foyers, une grande quantité d'habitants. Et ce n'est pas incompatible avec la qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, en allant rencontrer les habitants, ça fait qu'on va travailler sur l'adhésion. Et ça, on l'oublie un peu, c'est que c'est pas simplement l'information technique, le détail de savoir est-ce que je peux mettre un sopalin ou est-ce que je peux mettre les pots d'orange dans mes déchets alimentaires ou pas, que ce soit en collecte porte-à-porte ou dans mon composteur. On est sur de l'ordre du détail. Et il ne faut pas que les messages s'attardent sur ce genre de détails. En fait, il va falloir créer de l'adhésion. Et l'adhésion, elle se passe donc, sur le principe de la communication engageante. On va avoir un déroulé de rencontres
qui va favoriser cette adhésion. Donc, on va interagir avec l'habitant en le questionnant, pour voir aussi, pour le rendre acteur en fait de ce qu'il fait et faciliter sa projection en tant qu'acteur acteur d'un meilleur environnement. On va aussi partir de ce qu'il fait déjà. Ça, c'est très important. Constater avec l'habitant le bon geste qu'il a déjà sur certains, je sais pas, sur le tri des emballages plastiques, par exemple, et le féliciter, l'encourager, le valoriser. Ça, c'est fondamental aussi pour gagner l'adhésion sur un nouveau geste. Et puis l'accompagner dans le changement avec un pas supplémentaire. L'idée, c'est pas de partir de quelqu'un qui ne trie pas du tout pour en faire un super bon trieur ou de vouloir corriger tout en même temps. C'est pas raisonnable, ça se fait pas comme ça. Il y a vraiment cette idée du pas supplémentaire, du geste supplémentaire. Et j'ai pas dit le petit geste, c'est très important, parce que là aussi, même sur la manière de présenter, c'est pas un petit geste, c'est un geste fondamental, c'est un grand geste qu'il va faire et qui doit aboutir donc à un engagement. La formalisation de l'engagement, quand l'habitant dit OK, j'ai bien compris, moi ça me va, je suis content de le faire. La question du plaisir, je suis content de faire ça, c'est-à-dire qu'on ne me l'a pas imposé, je suis content parce que ça correspond à mes valeurs et je vois que je peux faire quelque chose de positif et que ce que je fais va avoir un impact. Et donc, je lis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je fais un lien direct, je raccourcis là, le lien entre mon geste et mon impact. Et ça, c'est fondamental pour arriver à la qualité, tout en ayant vu une quantité phénoménale de foyers et de portes ouvertes. Tu nous parlais tout à l'heure là du nombre de gens qui peuvent être rétifs ou qui vont plutôt être qui vont accepter, qui vont vouloir écouter ce que tu as à leur dire. Comment ça marche? Est-ce qu'il y en a qui ouvrent jamais la porte? Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'ouvrir la porte? Est-ce qu'on t'a déjà offert des fleurs à la fin de l'entretien? Comment ça se passe ce moment où tu tapes à la porte et tu as cette discussion avec les foyers? On nous a déjà offert des chocolats, offert un petit café au coin de la porte. Alors, on le fait rarement et en fait, la consigne qu'on donne à nos équipes, quand même, c'est de ne pas le faire parce que sinon, ils vont le faire toute la journée. Mais oui, globalement, en fait, les portes s'ouvrent. En fait, alors c'est vrai qu'il y a un résiduel de 2 à 3% de gens qui sont chez eux. On le sait parce qu'on l'entend, ou même ils nous répondent, ils sont derrière la porte, mais ils ne veulent pas ouvrir la porte. Ils n'ouvriraient pas plus à nous qu'à quelqu'un d'autre, peu importe, ils n'ont pas envie de parler, ou ils ne nous ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler à la métropole qu'on représente, ou de pas envie de parler des déchets. Mais c'est 2 à 3%, donc moi j'ai envie de parler des 97 à 98 autres pourcents, c'est ça qui est important, quoi. Faut regarder cette masse qui nous ouvre. Et ensuite, parmi ceux qui nous ouvrent, il n'y a pas plus de 8 à 10% de rétifs, comme tu dis, c'est-à-dire des gens qui sont irréconciliables avec ce qu'on est en train de leur proposer et qui n'adhéreront pas, qui ont plein d'arguments ou parfois sans arguments, simplement par principe, par colère. Et ces personnes, d'abord, il faut respecter, voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus, on va respecter ça, surtout quand on sait que ça existe. On sait que ces 8 à 10%, ils existent, ils sont là, on va les trouver derrière la porte. On le respecte et en même temps, on ne va pas y passer trop de temps parce que ce n'est pas notre cible. Nous, on est là pour rencontrer des gens qui sont réceptifs et qui sont déjà d'accord avec ce qu'on va leur raconter et qui ont besoin de nous pour passer à l'action. C'est ça qui fait la différence. Et ces gens-là, c'est 90% de la population à peu près. Les 10% qui restent, malheureusement, moi, je n'ai pas de solution pour eux aujourd'hui et je pourrais avoir plein d'arguments, débattre, même gagner intellectuellement le débat quelque part, quoi, parce que j'aurais des arguments plus pointus, plus concrets. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, c'est une réalité à prendre en compte. Ok, merci. J'aime bien en fait la conviction que tu mets dans tout ce que tu dis. Et enfin, c'est ce que tu dis au départ, c'est la rencontre qui est le début de tout. On sent bien l'envie communicative de ce que tu nous dis. Est-ce que tu penses que les actions de sensibilisation doivent être différentes en fonction des territoires? On va avoir des territoires qui sont très ruraux, périurbains, très denses, très anciens, très nouveaux, enfin, habitats collectifs, habitats verticaux, etc. Est-ce qu'il y a une méthode de sensibilisation par territoire?
comment tu proposes quelque chose d'intelligent aux collectivités locales? C'est vrai que sur la même collectivité, on va retrouver parfois tout ce que tu viens de lister. Et donc, on ne va pas forcément agir de la même manière. On conseille souvent, on accompagne les collectivités, on peut les conseiller là-dessus, même si souvent elles connaissent bien leur territoire. On va s'adapter aux pratiques qui sont existantes déjà ou aux ressources disponibles. Par exemple, si on parle d'une commune qui est très rurale avec un habitat plutôt individuel avec jardin, il y a probablement de nombreuses personnes qui ont déjà des solutions pour leurs déchets alimentaires, que ce soit des animaux, que ce soit un composteur ou un compostage sauvage au fond du jardin. Donc là, si on veut optimiser le coût-efficacité pour la collectivité, on peut se limiter à une annonce de distribution de composteurs sur la place du village, quoi. Et celui qui n'est pas encore équipé va venir s'équiper. C'est largement suffisant pour que le territoire, d'un seul coup, soit équipé à quasiment 70-75% avec une solution. Et que tout celui qui veut s'équiper ait pu le faire. À l'inverse, sur de l'urbain dense, de l'habitat vertical concentré, on va devoir parfois passer plusieurs fois, c'est-à-dire passer une première fois pour annoncer, équiper, expliquer, et repasser peut-être 6 mois plus tard ou 1 an plus tard pour remotiver, faire une piqûre de rappel, mais aussi pour faire un feedback. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est pas dans la culture française, dans la culture des collectivités aujourd'hui, d'aller voir les habitants pour leur dire merci, pour leur dire bravo et continuer. Et donc, et c'est dommage parce qu'en fait, c'est un super levier de mobilisation dans la durée. Hein, sinon, si on parle de fidélisation, par exemple, si on veut inscrire le dispositif dans la durée, c'est très important que l'habitant d'abord se sente valorisé, se sente remercié, et c'est normal. En fait, c'est même pas du chiquet quand on fait ça. C'est vraiment parce que ce sont les habitants qui ont permis c'est la réussite, quand il y a réussite, et surtout, c'est leur dire, parfois, même en chiffres, leur dire ce que ça a provoqué. Hein. On a des collectivités parfois qui arrivent à mesurer de manière très claire d'une année sur l'autre, sur le même mois, par exemple, on prend à 12 mois glissants, on regarde le tonnage d'ordures ménagères collectées avant et après notre passage en ayant mis en place un dispositif de tri de déchets alimentaires, mais parfois aussi plus complexe, en ayant changé le mode de collecte des ordures ménagères, la fréquence, etc. Et on a des résultats parfois qui sont vraiment époustouflants. Et le fait de le dire, de le raconter à l'habitant et de lui dire que c'est grâce à lui, grâce à ce qu'il fait au quotidien, c'est super important. C'est top, ça. Enfin, c'est des choses qu'on oublie souvent. Dire merci tout simplement, ne pas être uniquement dans l'obligation. Enfin, c'est vrai que on a parfois trop souvent tendance à envoyer un message d'obligation, de rappel, quasiment de rappel à la loi. Là où finalement le moteur de l'envie, du plaisir et de l'adhésion sont quand même beaucoup plus forts et beaucoup plus durables que uniquement la coercition, quoi. Je peux te donner une anecdote, si tu veux, qui ne concerne pas le déchet alimentaire, mais sur l'amélioration du tri des emballages. On a fait ici sur l'agglomération de Grenoble, sur un quartier très particulier où il y avait vraiment des très gros problèmes de tri des emballages. Et on a fait une opération porte-à-porte pour expliquer, remobiliser, distribuer des sacs de prix, etc. Et puis, on a dit qu'on resterait sur le quartier un moment, qu'on allait tourner. Et avec l'accord de cette partie de l'opération que j'avais vendue à la collectivité, on a mis des mots manuscrits toutes les semaines sur les containers de tri. Alors, soit en félicitant, en disant là, franchement, c'est génial, ça progresse, mais attention, on a encore trouvé ça qui ne va pas là. Et on signait avec notre prénom, avec le prénom de celui qui. Donc, c'était des feuilles blanches, on avait des grandes feuilles blanches avec des marqueurs, on faisait des couleurs, on faisait des dessins, et avec des merci, à bientôt, on repasse la semaine prochaine. Et donc, avec un message extrêmement direct, simple, humanisé. Et puis, bon.
quelque part, c'était pas la collectivité qui parlait, c'était pas une institution, quoi. C'était vraiment, c'était Théo, c'était une personne en particulier qui s'adressait aux autres habitants. Et ça a bien marché, en tout cas, c'était très bien reçu. En tout cas, merci pour ce témoignage qui est très inspirant. Nous, on voit à quel point c'est important de passer les bons messages et finalement, il y a des techniques pour le faire et c'est toujours plus sympa que ce soit une technique par l'adhésion, le plaisir, la rencontre, plus que par la coercition et la réglementation. En tout cas, voilà, tu étais très convaincant dans ce que tu nous as, dans ce que tu nous as dit. On termine donc par le quiz. Tu dois répondre en un mot ou une phrase. Oui, c'est difficile. C'est dur pour moi. C'est un truc qui te concerne peut-être un peu moins, mais c'est sur la collecte. Porte-à-porte ou point d'apport volontaire? PAP ou PAV? Au choix de la collectivité. En fait, chaque collectivité a toujours une bonne raison de choisir l'un ou l'autre en fonction de son histoire, des pratiques des habitants, des habitudes, parfois des autres modes de collecte. Parfait. Le piège à éviter. Parler comme une collectivité. Non, mais voilà, c'est parler en tant qu'institution et avec un vocabulaire d'institution. La métro a décidé que, et à partir de maintenant, vous demande de, ça ne marche pas, quoi. Il faut renverser la posture de langage et se mettre dans la peau de l'habitant. Un conseil pour embarquer les citoyens. La sincérité, l'authenticité. Parler simplement, il faut que les collectivités apprennent à parler avec le cœur. Un mot pour encourager les collectivités à y aller. C'est possible, ça marche, faites-le. Super, bah écoute, merci Antoine. On se connaît maintenant depuis un moment et on voit l'efficacité des actions de voie publique. Merci pour ce témoignage parce que tu étais le premier. Donc pour nous, c'est important, c'est un premier exercice. Et c'est bien pour nous, pour ceux qui nous écoutent, de à un moment donné, faire un petit point d'étape, écouter les professionnels sur un sujet spécifique. Et nous, on aime beaucoup la façon dont tu t'abordes ce sujet, la sensibilisation, et que c'est quelque chose qui doit nous emmener vers quelque chose de plus grand et pas quelque chose qui nous rapetisse à un petit bout d'une ville. Merci à toi. beaucoup. Merci Alex pour ton invitation et super content de partager ça. Et bravo aux alchimistes et longue vie aux alchimistes aussi. C'est gentil. À très vite, Antoine. Ciao. Ciao.